qui va représenter, donc la masse totale va représenter sera constituée de 85% de parenchyme cérébral, 10% de liquide cérébrospinal et 5% de volume sanguin cérébral. Donc, c'est un système dynamique en équilibre permanent, c'est-à-dire que quand quelque chose se dilate, l'autre devrait théoriquement se contracter. Le compartiment sanguin, il est autorégulé, donc c'est la régulation de la pression de perfusion cérébrale. Il est sensible à la PaCO2, donc la pression en CO2 dans le sang. Il est sensible à l'augmentation du métabolisme cérébral, c'est ce qu'on appelle le couplage métabolique, mais ce n'est pas l'objet du cours, je vous le donne juste pour faire un cours complet. Quand notre cerveau travaille, on va consommer plus d'énergie. Quand on dort, on consomme moins d'énergie. Et il est sensible également à la température. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que j'ai mis en rouge en haut, c'est la doctrine de Monroe-Kelly. Donc, théoriquement, le cerveau, c'est une substance cérébrale avec des vaisseaux qui baignent dans du LCR. Ils sont contenus dans une cavité hermétique fermée, sauf à la partie inférieure, où il y a le tronc cérébral ou le départ de la moelle épinière. Donc, la majeure partie du contenu intracrânien est de nature liquidienne. Donc, théoriquement, ça ne se comprime pas. Il est impossible que cela se comprime. Donc, toute lésion ou tout élément étranger à l'intérieur de l'espace va comprimer l'un des trois compartiments et va provoquer l'élévation de la pression à l'intérieur de la cavité intracrânienne, donc ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a des moyens de corriger un petit peu une hypertension intracrânienne débutante. Soit on va arrêter la sécrétion de LCR, soit le cerveau va descendre tout doucement dans le LCR, il va descendre vers le bas, vers le trou de Magendie, vers le début de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle une zone tampon. Mais s'il dépasse la limite de tolérance et le cerveau, la matière cérébrale touche l'orifice et touche l'os, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Je vais y arriver tout à l'heure. Donc, la vascularisation cérébrale, donc un petit rappel. Donc, le cerveau est irrigué par deux systèmes artériels, un antérieur et un postérieur. Donc, c'est le carotidien et le système vertébro-basilaire. Les deux vont s'anastomoser en ce qu'on appelle le polygone de Willis. Le polygone de Willis, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez compris que le fait qu'il y ait un système antérieur et un système postérieur, en cas d'obstruction vasculaire, il pouvait y avoir une différence dans la vascularisation. Ce polygone de Willis, il va permettre d'équilibrer les pressions vers l'avant et vers l'arrière. Et comme ça, s'il y a un vaisseau qui est obstrué, ou il y a un corps étranger, un genre de thrombus, la partie antérieure va compenser ou la partie postérieure va compenser selon l'organe, le vaisseau qui sera obstrué. Et bien sûr, le tout est drainé d'une manière veineuse par les sinus veineux qui vont se jeter dans les veines jugulaires internes droite et gauche, et le tout va redescendre vers les veines sous-clavières. Tout cela, comme la pression artérielle, c'est pour ça qu'on m'a donné le cours, va se réguler par le biais de formules de pression. Donc, vous avez la pression PPC, c'est la pression de perfusion cérébrale, va être égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Et le débit sanguin cérébral égale à cette formule, donc la pression de perfusion cérébrale sur les résistances vasculaires cérébrales. Donc, vous avez compris tout de suite que la pression intracrânienne est un élément très, très important de l'équilibre vasculaire au niveau cérébral. Donc, toute augmentation de la pression intracrânienne, vous voyez, chaufferez la première formule, toute augmentation de la pique, elle va vous donner quoi? Si elle tend à atteindre la pression artérielle moyenne, ça va donner un arrêt complet du débit sanguin cérébral. Et tout arrêt irréversible du débit sanguin cérébral, c'est-à-dire qui n'est pas corrigé, si on n'a pas corrigé notre pression intracrânienne, ça va nous donner quoi, à votre avis, quand le cerveau n'est plus perfusé? Non, comme si vous suivez. Quand le cerveau n'est plus perfusé, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va avoir une ischémie cérébrale. Donc, vous voyez que la pression intracrânienne à l'intérieur du cerveau est très, très importante pour la pression de perfusion cérébrale et pour le débit sanguin cérébral. C'est pour ça qu'on a voulu individualiser le cours Hadaya d'une manière particulière.
Et notre pression intracrânienne, retenez cette valeur, elle se situe entre 5 et 15 mm de mercure. C'est une valeur moyenne. On peut aller jusqu'à 20 en situation un petit peu pathologique, mais retenez que la valeur normale que vous allez trouver dans la plupart des livres, c'est de 5 à 15 mm de mercure. La dernière fois, j'avais oublié une plaque dans le cours à l'hypertension artérielle. Personne ne m'a posé la question. Comment on calcule la pression artérielle moyenne, hein? Parce que des fois, on a un tensiomètre fluide. Quand on prend la pression, on a la systolique, on a la diastolique, mais la moyenne, ma'adnash. Donc la moyenne est une pression calculée. Il y a plusieurs formules que vous allez trouver sur Internet, mais la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la formule de Lyon. La PAM est égale à pression artérielle systolique plus 2 fois la pression artérielle diastolique divisé par 3. Voilà. Ça vous donne un petit peu comment calculer la pression artérielle moyenne. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Je reviens à ce qui m'intéresse. Donc, le LCR, qui est à l'origine de la pression au niveau du cerveau, avec le cerveau et la partie vasculaire, il est produit dans les plexus choroïdes. Maintenant, les plexus choroïdes, qui sont situés au niveau du 4e ventricule. Voilà. Ce LCR circule ensuite à travers le système ventriculaire. Il va baigner, il va entourer le cerveau. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui sert d'amortisseur au cerveau en cas de choc léger. En même temps, le LCR va servir à transporter les nutriments et les métabolites, les produits toxiques et les métabolites. Donc, ensuite, il va rejoindre l'espace sous-arachnoïdien via le trou de Magendie et de Luschka. Alors, le trou de Magendie, le trou médian. Les trous de Luschka, c'est les mêmes que le trou de Magendie, mais ils sont situés latéralement. Voilà. Ensuite, ce cerveau, ce LCR, va être résorbé dans les corpuscules de Pacchioni. Donc, il va circuler dans l'espace sous-arachnoïdien, comme il va baigner, il va entourer le cerveau pour lui servir de transport de nutriments et d'amortisseurs, et il va être résorbé ici. Voilà. Donc, le taux de production de LCR, il est d'environ 500 à 600 millilitres par jour. Donc, vous avez compris que autant il est produit, autant il est résorbé. Coupez-nous les micros, s'il vous plaît. Il est résorbé dans les granulations de Pacchioni, et vous avez compris que si la résorption n'atteignait pas le niveau de la production, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une hyperproduction de LCR. Et ça va être à l'origine de quoi? À l'origine, une hypertension intracrânienne? Donc, c'est ce qu'on appelle les hydrocéphalies. C'est quand il y a trop de LCR par rapport à la résorption. Voilà, très bien. Donc, voilà la première cause d'hypertension intracrânienne. C'est l'excès de production. J'arrive à la pression intracrânienne. Donc, la pression, elle va régner à l'intérieur de la boîte crânienne, qui est une boîte inextensible et close. C'est comme une cocotte minute. Donc, la normale est de 5 à 15 mm. Donc, vous avez le schéma qui va vous montrer avec l'hypothèse de Monro-Kelly. Vous avez en abscisse la pression du liquide céphalorachidien qui peut monter comme elle veut. Tant qu'il y a du liquide, la pression monte. Le volume du crâne, il peut augmenter comme il veut, mais l'hypothèse de Monro-Kelly vous donne une limite. C'est la limite de l'inextensibilité de la boîte crânienne. Donc, vous avez la pression qui, pour un niveau basal, va augmenter tout doucement quand on est au niveau normal. Et dès qu'on va arriver à une zone pathologique, ça va augmenter très rapidement. C'est ce qu'on appelle une augmentation exponentielle. Et c'est ce qui va vous donner une hypertension intracrânienne. Et quand vous allez très loin, ça va vous donner un... Qu'est-ce qui se passe quand la pression augmente? Le cerveau wachidir. Diminution de débit sanguin cérébral. Allez, on diminue le débit. Mais quand on a... Les œdèmes.
de la moelle épinière. Je vais vous montrer le schéma tout à l'heure. C'était juste pour vous. D'augmentation liquidienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la zone normale de 0 à 20. Comme on tolère jusqu'à 20, bien que la normale soit située à 10. Vous voyez que pour une augmentation de 1, 2, 3, je suis ici, 1, 2, 3, presque 4 millilitres, vous allez avoir une augmentation ça va aller de 8 jusqu'à 20. Donc, une augmentation de 12 mm de mercure. Par contre, ensuite, pour une augmentation, je l'ai mis en rouge, pour une augmentation de 1 millilitre seulement, ça va augmenter de 20 jusqu'à 35. Donc, ça va augmenter de 15 mm de mercure. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone de décompensation. Donc, Hadi, ça va vous expliquer quoi? Quelle que soit la raison d'augmentation de la pression intracrânienne, il y a une première phase où le cerveau va tolérer l'augmentation de pression intracrânienne. Pourquoi? Parce que d'abord, il a la faculté de s'étendre un tout petit peu dans le cerveau. Paraît-il qu'on peut gagner un volume de 100 cc. J'y crois pas beaucoup. Mais on peut on peut augmenter le volume de 100 cc sur un poids de 3,5 kg. Donc, vous voyez que c'est minime. Et qu'à partir de ces 100 cc, alors que la pression intracrânienne, par exemple, elle a grimpé de 15 jusqu'à 20, qui était une dose tolérable, pour le 1 cc de plus, elle va grimper de 20 jusqu'à 35. Donc, ça devient une zone très pathologique avec un risque d'engagement. Donc, la physiopathologie, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, selon l'hypothèse de Von Roqueli, on a 3 secteurs dans le cerveau: parenchymateux, vasculaire et liquidien. Donc, parenchymateux, c'est les neurones et les cellules gliales qu'il y a autour des neurones. Vasculaire, c'est les artères, les veines et les capillaires qui entourent le cerveau. Et le liquidien, c'est le LCR. Le cerveau va baigner dans le LCR, dans une boîte qui est close et inextensible. Donc, vous avez 3 raisons d'augmentation volumétrique. Donc, quand c'est parenchymateux, qu'est-ce qui peut faire augmenter le volume cérébral? Un processus tumoral. Donc, une tumeur du cerveau, voilà, une masse cérébrale, un accident vasculaire hémorragique, un hématome sous-dural, un hématome extradural. C'est un corps étranger, un néocorps à l'intérieur du cerveau. Quand c'est vasculaire, donc les accidents vasculaires hémorragiques, un gros hématome peut augmenter le volume cérébral. Et quand il est liquidien, l'augmentation, elle se fait au dépend du secteur liquidien. C'est d'abord ce qu'on a dit tout à l'heure, une hypersécrétion, donc l'hydrocéphalie. Donc, c'est les enfants que vous allez rencontrer à l'hôpital autour de la neurochirurgie avec des gros cerveaux, parce que leur plexus choroïde sécrète beaucoup de LCR, et quelquefois, il y a une obstruction au niveau du trou de Magendie et de l'USCA, et ça ne sert pas. Donc, pour ceux qui vont faire neurochirurgie, c'est là où on fait ce qu'on appelle la ventriculocysternostomie. On fait un orifice pour que le liquide puisse circuler et être résorbé au niveau des corpuscules de Pacioni. Et vous avez ce qui est la cause principale d'œdème cérébral dans le traumatisme crânien, enfin, ce qui est la cause principale de mortalité dans le traumatisme crânien, le cérébral. Donc, on a 3 secteurs dont le volume peut augmenter dans la boîte crânienne et on a 3 causes principales pour l'augmentation volumique. Et pour vous simplifier la vie, puisque là, je risque de poser des QCM, quels sont les 3 secteurs, on a un petit peu, je vous ai résumé les causes, la physiopathologie générale de l'œdème cérébral et de l'hypertension intracrânienne. Donc, on peut avoir une anémie
ou une détresse respiratoire avec un arrêt circulatoire qui vont donner une anoxie cérébrale. L'anoxie cérébrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler le débit sanguin cérébral et la pression de perfusion cérébrale. Et vous savez que quand on augmente la pression de perfusion cérébrale et qu'on augmente le débit sanguin cérébral, on va augmenter les apports liquidiens au niveau du cerveau. Et on a une première cause d'œdème cérébral. Ensuite, on a l'œdème ou l'hémorragie ou l'hématome intracrânien qui va être à l'origine aussi d'un œdème cérébral. Et on peut avoir une augmentation de la pression veineuse thoracique ou jugulaire quand on comprime les jugulaires. Donc, on comprime les jugulaires, qu'est-ce qui se passe? On bloque le retour veineux. Donc, on va augmenter la pression au niveau. Voilà, de la pression veineuse périphérique. Donc, on va augmenter en même temps la pression veineuse cérébrale et une des trois causes d'œdème cérébral. Donc, l'œdème cérébral, qu'est-ce qu'il va faire? Très rare. Oui. Oui. ادخل له ريح راني en cours. ادخلوا. Je termine mon ادخل دحمان. خلاص. 15 minutes. Donc, l'augmentation d'œdème cérébral va augmenter la pression intracrânienne et elle va donner une diminution de l'apport de sang, donc une diminution de la pression de perfusion pour les cellules cérébrales. Donc, on va faire ce fameux cercle vicieux, le cercle vicieux. Cette diminution de la perfusion cérébrale va être à l'origine d'une anoxie cérébrale et c'est le fameux cercle vicieux que nous, les réanimateurs, on cherche tout le temps à casser pour stabiliser la pression intracrânienne. Sinon, je vous ai mis une petite cocotte minute, si on n'arrive pas à stabiliser la situation, on a ce qu'on appelle l'engagement cérébral, dans la physiopathologie est là, on a l'engagement cérébral avec un risque de mort du sujet. Donc, le cerveau, comment il va engager? Alors, voilà l'espace sous-arachnoïdien, le LCR, il est là. Donc, si vous avez une masse cérébrale ou une augmentation de la pression intracrânienne, dans un premier lieu, le cerveau va s'engager donc sous la faute du cerveau. C'est le premier engagement. Donc, la faute du cerveau, là, voilà. Si vous avez une pression latérale, le cerveau va s'engager là. Donc, ici, on peut encore récupérer le sujet. À un niveau plus grave, vous avez un engagement diencéphalique central à travers l'orifice tentoriel. Donc, la tente du cervelet. Le cerveau va rentrer sous la tente rigide du cervelet. Donc, voilà, vous avez les deux types d'engagement. Là aussi, on peut encore équilibrer la pression. Par contre, quand on a un engagement des amygdales cérébelleuses dans le foramen magnum, donc voilà, donc là, ça rentre dans le trou de départ de la moelle épinière. Et vous savez qu'ici, c'est le cervelet, et ici, c'est le tronc cérébral. Donc, quand on a ce dernier engagement, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui se rappellent, ah non, je ne vous ai pas fait le cours encore, les comas. Compression de la moelle. Voilà, on a une compression de la moelle et vous savez que tous les centres vitaux sont là. Donc, c'est ici qu'on peut avoir un arrêt circulatoire, un arrêt cardio-respiratoire, des troubles de la régulation thermique, des troubles profonds physiopathologiques qui deviennent très difficiles de récupérer et de traiter. Donc, le but est, vous avez compris que si on veut éviter tout ça, on doit mesurer l'intracrânienne pour pouvoir faire un schéma thérapeutique adapté. Donc, d'abord, la clinique d'une hypertension. Vous avez compris un petit peu la pression intracrânienne? Oui, monsieur. C'est clair. Donc, cliniquement, quand il y a de la pression au niveau de votre cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir des céphalées. C'est-à-dire que vous allez donner du paracétamol, une céphalée par hyperpression. Si vous ne corrigez pas cette pression, ça ne va jamais céder. Ensuite, quand on a une compression au niveau du tronc cérébral, qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va déclencher des vomissements qui vont survenir en fusée pour soulager les céphalées. Ça va donner une impression
de lever la pression. En fusée, ça veut dire que ce n'est pas les vomissements quand on est malade ou là quand on a un problème gastrique. C'est des vomissements incontrôlables en G. C'est des patients qui vomissent en G. C'est dû au céphalée et à l'irritation de la dure mère et de la primaire. Quand il y a une hyperpression au niveau du cerveau, donc un des premiers nerfs qui est touché, c'est quoi? Ça va être le nerf ophtalmique avec le chiasma optique. Donc on va observer des troubles visuels avec une gêne visuelle. Nous, on avait l'habitude, avant de prendre la pression intracrânienne, de faire le fond d'œil. Et quand le fond d'œil était altéré à la recherche d'un œdème papillaire, ça veut dire qu'il y avait une compression au niveau du chiasma optique. Et à un degré plus grave, vous commencez à avoir des troubles de la vigilance et de la conscience avec une somnolence qui peuvent aller jusqu'au coma. Donc ça, c'est un petit peu la clinique de l'hypertension intracrânienne. Donc l'examen clinique, quelqu'un qui vous présente des céphalées, ça va être très difficile de l'examiner ou de l'interroger. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rechercher ce qu'on appelle les signes de gravité et les signes d'engagement. Les signes d'engagement, il y a quelqu'un qui m'en a parlé tout à l'heure. C'est une bradycardie, pression artérielle instable, une hyperthermie ou une hypothermie, des troubles de la régulation thermique, des troubles du rythme et de la fréquence respiratoire, des signes de localisation. Donc, un patient peut vous parler d'une hémiplégie à droite ou à gauche. Ça va vous orienter sur une masse cérébrale. Et quelquefois, on peut vous parler de crise convulsive. Donc, un patient qui déclenche une épilepsie. L'évolution de cette HIC, elle peut être lente ou aiguë en l'absence de traitement. Donc, soit elle est d'évolution lente, c'est une tumeur cérébrale par exemple, ou c'est une hyperpression de LCR qui dure depuis longtemps et qui a donné le temps d'adaptation avec, vous vous rappelez, notre courbe un petit peu sigmoïde vers le haut. Donc, les premiers signes qu'on va voir, ça va être une cécité bilatérale définitive avec atrophie optique parce que la compression aura duré trop longtemps. Par contre, si elle est d'évolution aiguë et rapide, on a un risque d'engagement rapide, soit temporal, soit des amygdales cérébrales, soit sous falciforme. Donc, selon les pathologies incriminées, vous allez avoir une évolution lente ou aiguë. Donc, d'après vous, quand est-ce qu'on va avoir une évolution lente? Ah, il y a quelqu'un qui me répond. Tu as une HIC. Citez-moi une hypertension intracrânienne d'évolution lente. À votre avis? Cas de tumeur? Une tumeur, d'accord. ZD. Une hydrocéphalie par hypersécrétion de LCR, tout simplement. Et une évolution aiguë? Traumatisme. Crânien. Voilà, un traumatisme. Voilà, un traumatisme crânien avec un hématome sous-dural, extradural, intraparenchymateux. Donc, vous avez compris le principe. Le LCR, il est sécrété en permanence par l'organisme au niveau des plexus choroïdes. Il est suivi immédiatement d'une résorption au niveau des corpuscules de Pacchioni. Première cause d'hypertension intracrânienne, une hypersécrétion ou un défaut de résorption. Deuxième cause d'hypertension intracrânienne, un élément intracrânien ajouté. Donc, ça peut être un hématome, ça peut être un trauma crânien avec œdème cérébral, ça peut être un hématome extradural, sous-dural, une tumeur cérébrale. Voilà comment faire tout ça. Les examens paracliniques, je pense que vous allez en parler en sémiologie, mais je voulais un cours complet, donc je vais en parler un petit peu. Donc, vous avez la TDM et l'IRM qui vont vous montrer là où les lésions et les signes d'engagement. Ils vont vous donner l'alerte, attention, ce patient va engager. Soit il faut l'opérer, soit il faut mesurer la pression intracrânienne. Donc, entre la mesure et l'enregistrement de la pression intracrânienne, qui peuvent être réalisés à l'aide de capteurs logés à différents niveaux, donc le ventricule, le parenchyme, l'espace sous-dural, ça c'est technique. Hein. Donc, je vais vous montrer les schémas de 2 capteurs de pression. On peut faire une artériographie qui va vous montrer un déplacement des vaisseaux par une tumeur ou un arrêt ou un ralentissement de l'injection d'un territoire lorsque l'hypertension intracrânienne est importante. C'est-à-dire lorsqu'il y a une pression tellement importante au niveau du cerveau qu'elle va collaber les vaisseaux
le sang ne va plus vasculariser le cerveau. Et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une ischémie cérébrale. Cette ischémie cérébrale, on doit absolument la contrôler en luttant contre l'œdème cérébral. Et pour contrôler, après l'artériographie, pour savoir si on a pu contrôler cette ischémie cérébrale, on a ce qu'on appelle le Doppler transcrânien, qui est comme un échographe, qui va mesurer la capacité des vaisseaux cérébraux enfin, c'est surtout l'artère cérébrale moyenne. Donc, la capacité des vaisseaux cérébraux à reprendre leur position et assurer une circulation sanguine efficace et une vascularisation cérébrale efficace. Mais ça, c'était juste pour compléter le cours. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on a une pression au niveau du cerveau. Quand elle est normale, enfin, au niveau de la boîte crânienne, lorsque cette pression est normale, autour de 15, on ne fait rien. Lorsque la pression, on sent que cliniquement, elle est très élevée ou que la pathologie qu'on a en face de nous risque de faire monter la pression intracrânienne, on mesure la pression intracrânienne. Alors, c'est quoi? Ça, c'est l'appareil qui est en neurochirurgie. Pour que les gens qui vont voir la neurochirurgie, il est en neurochirurgie. C'est un moniteur qui va donner ici la pression intracrânienne. Vous voyez qu'ici, elle était de 45 et c'est une vraie pression intracrânienne. Et vous avez un capteur, donc c'est une fibre optique, qui va se connecter à un capteur qui va rentrer au niveau de la boîte crânienne, au Hado, c'est le kit pour le mettre en place. Donc voilà les deux kits disponibles qui étaient disponibles au niveau de la neurochirurgie. On avait le capteur intraparenchymateux, donc c'est un capteur qu'on introduisait dans la table osseuse et qui rentrait au niveau du parenchyme cérébral. Donc ça faisait un petit traumatisme. Mais bon, nécessité fait loi. Donc, on était obligé de faire un petit traumatisme pour pouvoir mesurer la pression intracrânienne d'une manière exacte. Et vous avez ce qu'on appelle aussi le capteur intraventriculaire. C'est un capteur qui rentre à l'intérieur du ventricule. Donc, il traumatise un petit peu. Mais le capteur intraventriculaire, il va mesurer la pression intracrânienne directement au niveau du ventricule, du quatrième ventricule. Et vous avez compris quelque chose, que peut faire ce capteur que ne peut pas faire le deuxième? Un élément thérapeutique. Réabsorption de LCR en excès. On peut soustraire, on dit une soustraction. On peut soustraire un petit peu de LCR quand on est face à un phénomène d'engagement, de pré-engagement. On peut mettre une seringue et retirer un tout petit peu de LCR. Il ne faut pas trop retirer parce que vous savez le risque de la ponction lombaire. On risque de faire un engagement aussi. On retire par petits CC un petit peu de LCR de manière à équilibrer la pression intracrânienne interne jusqu'à décider des moyens thérapeutiques que l'on va engager. Regardez comme ça. Donc le traitement médical, je vous l'ai mis, mais bon, juste pour que vous sachiez un petit peu. Donc, quand on est face à une hypertension intracrânienne, d'abord, on va mettre le malade demi-assis, donc c'est la position du cerveau à 30 degrés, parce que vous savez que quand on est couché, la vascularisation, elle va directement au niveau du cerveau. Donc, quand on se met à 30 degrés, ça permet de diminuer un petit peu la pression de perfusion cérébrale. Voilà. On va faire ce qu'on appelle une déplétion hydrique. On va diminuer un petit peu le liquide au niveau du corps. C'est-à-dire on va essayer de faire baisser la pression artérielle moyenne. Donc, on va utiliser du mannitol ou du sérum salé hypertonique qui vont faire uriner le patient. Il va uriner pour éliminer un petit peu de liquide. Bien sûr, si on élimine du liquide, on va faire diminuer progressivement la pression intracrânienne. Si on est face à un œdème cérébral traumatique ou tumoral, vous savez qu'il y a des corticoïdes qui ont un effet anti-inflammatoire. Donc, on va jouer sur l'inflammation cérébrale et on va diminuer un tout petit peu l'œdème cérébral terne. Bien sûr, si le patient il est grave, il est inconscient, on va l'intuber, donc on va le ventiler, on va utiliser la respiration artificielle. Et je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, que le cerveau, la vascularisation cérébrale était sensible à la pression partielle de CO2 au niveau de l'organisme. Donc, on va faire baisser. Vous savez que quand on respire, on élimine du CO2.
théoriquement, on élimine 30 à 40 mm de mercure de CO2 par notre ventilation. Donc la PaCO de Terre Nation, la mesure, elle est de 30 à 40 mm de mercure. Mais si on augmente le rythme respiratoire, on va augmenter l'élimination de CO2. Le CO2 a une particularité à Hafdoha, il va donner une vasoconstriction cérébrale. Cette vasoconstriction cérébrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on vasoconstricte l'artère cérébrale moyenne, qu'est-ce qui va se passer au niveau du débit sanguin cérébral? Il va diminuer. Il va diminuer. Et donc, s'il va diminuer, on va diminuer notre œdème cérébral. Donc, ça, c'est des astuces de prise en charge thérapeutique, de réanimation. Mais c'est bien de les connaître un petit peu. Donc, on va diminuer un petit peu notre débit sanguin cérébral. Donc, on va diminuer la création de l'œdème cérébral. Et on va protéger notre cerveau. Vous savez qu'un cerveau qui souffre, nous, les réanimateurs, on n'aime pas voir un cerveau qui souffre. Un cerveau qui souffre, peut-être à l'origine de lésions cérébrales, peut-être à l'origine de convulsions. Pour éviter tout ça, on donne du thiopental ou du Gardénal pour éviter les convulsions. Mais bon, cette partie traitement médical, je ne vous la poserai pas en examen si on me demande de poser des questions. Ce qui nous intéresse à nous, un élément important du traitement médical, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La quantité normale de LCR est de 500 à 750 ml par 24 heures. Il est résorbé au niveau des corpuscules de Pacchioni. Et si ça ne se fait pas d'une manière normale, on a l'arme de la soustraction de LCR. Donc, cette soustraction de LCR, vous pouvez la faire soit par le biais du cathéter de pression intracrânienne, soit, rappelez-vous la pathologie dont on a parlé tout à l'heure, des petits enfants qui sécrètent beaucoup de LCR et chez qui on met un aimant pour essayer d'éliminer. Et le traitement de l'hydrocéphalie, si vous vous rappelez, c'est quoi? Le drainage. Ventriculo. Le drainage. Donc, voilà. Donc, il y a deux drainages. Soit on va faire ce qu'on appelle en neurochirurgie la ventriculo-cysternostomie, c'est un trou qu'on va rajouter au niveau du quatrième ventricule pour que le LCR circule. Sinon, c'est ce qu'on appelle la dérivation ventriculaire externe. C'est donc les enfants à qui on met un drain le long du thorax et de l'abdomen qui va se jeter dans le péritoine. Parce qu'on a remarqué que le péritoine, là la dérivation ventriculo-péritonéale. Notez-le. Vous le ferez l'année prochaine en neurologie, donc il n'y a pas de problème. Vous direz qu'on en a déjà parlé. Dérivation ventriculo-péritonéale, parce que les gens ont compris qu'au niveau du péritoine, on pouvait aussi résorber le LCR. Donc, au lieu que le LCR soit résorbé au niveau des corpuscules de Pacchioni, on mettait un drain le long du corps. Il était enroulé au niveau du péritoine. Et quand l'enfant grandissait, le drain, il grandissait avec lui jusqu'à une certaine limite. Et après, il fallait changer le drain. Donc, ça, c'est pour le traitement de l'hydrocéphalie de l'enfant. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait souvent des œdèmes, des hypertensions intracrâniennes dont l'étiologie était des tumeurs cérébrales. Donc, le traitement, c'est quoi? Ça va être l'exérèse d'un processus expansif intracrânien. On va tout simplement traiter la tumeur cérébrale ou alors, si c'est un traumatisme crânien très important, qu'est-ce qu'on va faire? On fait ce qu'on appelle le volet cérébral. Donc, vous voyez ici, le volet cérébral, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure au début du cours, la particularité de la boîte crânienne, la doctrine de Monroe-Kelly, c'est que c'était une boîte inextensible. Et bien, les neurochirurgiens, ils rendent la boîte extensible. Okay, comment ils vont la rendre extensible? Regardez ce qu'ils ont fait ici. Ça, c'est un malade réel. Où est-ce les neurochirurgiens? Il enlève une partie de l'os. Cet enfant, il est vivant. Hein? Il est vivant, il marche. Il est vivant. On ne peut pas vous entendre, monsieur. Il y a eu des coupures.
Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Il reste deux plaques. Il reste deux plaques. Alors, donc, vous avez compris, c'est de ma faute, hein, c'est ma connexion. Donc, vous avez compris que le traitement pouvait être chirurgical ou médical. Donc, étiologique, on retire un processus expansif intracrânien où on fait un volet décompressif. Donc, je vous mets ma plaque, voilà. Et que pour surveiller si notre thérapeutique était efficace, on utilisait le capteur de la pression intracrânienne chez les malades dans le coma où c'est daté. Donc, vous voyez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure où on avait 45 de pression intracrânienne. Vous voyez qu'après l'intervention, elle était de 21 et qu'à la sortie du bloc opératoire, elle était de 12. Donc, on avait réussi à avoir une pression intracrânienne normale. Et je vous ai dit, cet enfant, Amel Jay, quand vous passerez, Inch'Allah, en neurochirurgie, vous demanderez de ses nouvelles. Il a grandi, on a pu le sauver grâce à cette technique de surveillance. Donc, le cours du jour, c'était la pression, l'hypertension intracrânienne. Vous avez compris, j'espère que c'était quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est très important. Donc, ça a motivé un petit peu le rajout de ce cours au niveau de votre programme d'études. Donc maintenant, le jeu des questions-réponses. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Aya, bismillah. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi on donne de mannitol et de solimidrol pour les personnes ayant des métastases neurologiques, des tumeurs C'est la même chose. Ben oui, une métastase, c'est une petite tumeur. Et qui dit tumeur dit œdème autour de la tumeur. Donc, quand on donne du mannitol, c'est pour diminuer la pression autour de la tumeur et diminuer la pression cérébrale. Et si on donne des corticoïdes, bon, maintenant, il y a des gens qui en donnent, il y a des gens qui en donnent pas. Hein. Si on donne des corticoïdes, c'est pour diminuer un petit peu l'œdème. Plus tard, vous saurez que c'est un œdème cytotoxique. Voilà. Donc, c'est des traitements anti-œdème. D'accord, merci. Ça va? Là, ben, allez. Docteur, Zidou. vous avez dit que Oui. dans les cérébrales, on peut retirer un os. Comment ça se fait? Ben, ça se fait normal. On ouvre, on fait ce qu'on appelle un scalp. À Ketchoufe, comme par hasard, on est sur l'image. On ouvre. Monsieur, vous choisissez Oui. n'importe quel os ou la... Là. C'est l'os pariétal. C'est pas n'importe quel os. On enlève toujours l'os l'os le plus pariétal. grand. C'est toujours l'os pariétal. Pourquoi? Parce que le cerveau, on essaye de lui donner un espace vital latéral pour qu'il puisse, puisque le cerveau, comment il est constitué? Il est constitué de deux hémisphères. On essaye de donner à ces deux hémisphères de l'espace pour qu'ils puissent s'étendre. Si on ouvrait l'os frontal, ça serait trop petit, et l'os occipital, ça serait trop petit. Mais quand on fait des volets, qui maintenant il y a deux grands volets pariétaux, on donne beaucoup d'espace au cerveau. D'accord. Monsieur, mais est-ce que ça constitue une solution définitive pour le malade? C'est une solution définitive. Et ce patient particulier, il s'appelle Bilal, il est revenu 7 ans après pour qu'on lui remette ses os. Et les os, où on les avait mis? On les avait mis ici, en nourrice. On appelle ça en nourrice au niveau de l'abdomen, sous la peau. On les a mis sous la peau. Il les a traînés pendant 7 ans, Mousquet, et on lui a remis il y a 3 ou 4 ans. Mais Docteur, Oui. quel traitement est préconisé en cas de convulsion? Le traitement. Non, en cas de convulsion. Et bien voilà, protection cérébrale. Voilà. Le thiopental, c'est en intraveineux. Le gardénal, c'est en comprimé. Donc, on donne du gardénal. En traumatisme crânien, on donne du gardénal. Maintenant, pour les gens qui ont des convulsions épileptiques suivies en neurologie, il y a d'autres pathologies, il y a d'autres traitements. Mais les plus classiques, tumeur, on donne du gardénal. D'accord, merci. Je vous en prie. Zédo. Délégué, plus de questions.
Normalement, non. Merci, monsieur. Donc, je vous envoie le cours tout de suite chez votre délégué. Vous le récupérez, vous en faites ce que vous voulez. On a l'examen à Hafdo. Il y a 3 causes principales, 3 engagements et 3 secteurs. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. Salam alaikum. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Merci.